Je suis rentré de l'hôpital, le corps encore endolori, les jambes tremblantes à chaque pas, l'incision de l'opération brûlant sous mes vêtements. J'avais passé 11 jours hospitalisé, 11 jours à combattre une infection qui a failli m'emporter, à combattre la peur de ne pas me réveiller, à combattre la solitude de ces murs blancs où personne, pas une seule âme, n'était venue me rendre visite. Grégory, mon fils, mon unique enfant, était censé venir me rendre visite. Grégory, mon fils, mon unique enfant, n'est jamais venu. Michel, sa femme, n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto, rien. Quand le médecin m'a renvoyé chez moi, j'ai dû demander à une infirmière d'appeler un taxi parce que personne n'attendait. Personne. Je suis arrivé à la maison avec l'espoir naïf de trouver au moins un mot, un plat chaud, un signe que quelqu'un s'était soucié de moi. J'ai ouvert la porte lentement, portant mon sac avec les quelques affaires que j'avais de l'hôpital. Le silence m'a accueilli d'abord, puis le choc. Il y avait un deuxième réfrigérateur dans la cuisine. Il était grand, moderne et étincelant, placé juste à côté du mien, le vieux réfrigérateur fidèle qui avait fonctionné avec dignité pendant des années. Je me suis figé, le regardant fixement. Je ne pouvais pas comprendre. Grégory est sorti du salon avec une canette de bière à la main, agissant comme si rien n'était anormal. Michel a suivi derrière lui, portant un rouleau d'étiquettes adhésives et un marqueur permanent. Ils ne m'ont même pas regardé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé en pointant du doigt le nouvel appareil. Grégory a pris une longue gorgée avant de répondre. C'est notre frigo, maman. Pour nos affaires. Notre frigo? Ai-je répété, incapable d'y croire. Michel s'est agenouillé devant l'appareil et a commencé à coller des étiquettes sur chaque étagère. Elle a écrit son nom en grosses lettres épaisses. Mich, Mich, Mich. Sur chaque étagère, chaque tiroir, chaque espace disponible. Exactement, a-t-elle dit sans se retourner. C'est pour nos courses, celles que nous achetons avec notre argent. Nous ne voulons pas qu'elles se mélangent avec les tiennes. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'avais encore les points de suture qui tiraient sur ma peau. J'avais encore mal à respirer profondément, et les voilà, en train de marquer leur territoire dans ma propre cuisine. Mais c'est ma maison, ai-je murmuré. Grégory a lâché un rire sec. Oui, maman, ta maison. Mais nous vivons ici aussi, tu te souviens? Et franchement, avec ta maigre retraite, tu ne peux pas acheter le genre de choses que nous aimons, alors nous avons décidé de mieux nous organiser. Michel s'est levé, admirant son travail. Chaque étiquette brillait comme une gifle sur le visage. Ne sois pas offensée, Elda. C'est juste pratique. Tu achètes tes affaires avec ton argent, nous achetons les nôtres avec le nôtre. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Des confusions? Ma voix s'est brisée. Je ne vous ai jamais refusé quoi que ce soit de mon réfrigérateur. Nous savons, a dit Grégory en écrasant la canette de bière vide. Mais de cette façon, c'est mieux, plus organisé, plus juste. Juste. Ce mot a résonné dans ma tête comme une cloche brisée. J'ai regardé le vieux frigo, le mien, et puis le nouveau. Deux mondes divisés, deux réalités séparées par une ligne invisible mais brutale. Ceux qui ont et ceux qui survivent à peine, ceux qui comptent et ceux qui sont de trop. D'ailleurs, a continué Michel, en ouvrant le nouveau frigo pour me montrer l'intérieur, qui était garni de morceaux de viande fin, de fromages importés et de vins coûteux. Nous avons certaines exigences. Nous n'aimons pas vraiment manger les mêmes choses que toi. Sans offense. Sans offense. Comme si ces mots pouvaient adoucir le poison. Grégory s'est approché et m'a tapoté l'épaule avec condescendance. Détends-toi, maman. Ce n'est rien de personnel. C'est juste que, eh bien, tu n'es plus jeune. Ta pension couvre à peine le strict minimum. Nous avons besoin de plus. Nous méritons plus. Mériter. Un autre mot qui m'a transpercé comme un couteau. Je voulais dire quelque chose. Je voulais crier que j'avais travaillé 35 ans dans une filature de textile, me ruinant le dos pour donner à cet homme tout ce dont il avait besoin. Je voulais leur rappeler que j'avais vendu les bijoux de ma mère pour payer son école privée. Je voulais pleurer et leur demander comment ils pouvaient me traiter ainsi après tout, mais je n'ai rien dit. Mon corps était trop fatigué, mon cœur trop brisé. Les points de suture de l'opération palpitaient, me rappelant que j'avais à peine survécu à quelque chose de terrible. Je n'avais pas la force de me battre.
Je vais me reposer, ai-je murmuré en traînant mon sac vers la petite pièce du fond. Bien sûr, maman, repose-toi, a dit Grégory, se tournant déjà vers le salon où la télévision l'attendait. Michel a fermé son frigo avec un bruit sourd satisfaisant. Le son a résonné dans toute la cuisine, dans toute la maison, dans toute ma poitrine. J'ai marché dans le couloir, sentant chaque pas comme une torture. La pièce du fond était minuscule, tenant à peine un lit simple et une vieille commode. C'était autrefois ma salle de couture. Maintenant, c'était mon exil. Grégory et Michel avaient emménagé il y a 1 an. Juste jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de mieux, avait-il dit. Ils ne l'ont jamais trouvé. Au lieu de cela, ils ont progressivement pris de plus en plus de place. D'abord ma chambre principale, puis le salon, puis tous les coins de ce qui avait été autrefois ma maison. Et je les ai laissés faire, par amour, par peur d'être seul, par l'espoir stupide que les choses s'amélioreraient. Je me suis assise sur le lit, et les larmes ont fini par couler. Chaud, amer, silencieux. De l'extérieur, j'entendais leur rire, la télévision hurlant, le bruit du nouveau réfrigérateur qui s'ouvrait et se fermait, le tintement des verres à vin. Ils faisaient la fête. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être célébrait-il enfin le fait de m'avoir remise à ma place. Peut-être célébrait-il le fait qu'il n'avait plus à faire semblant de me respecter. Peut-être célébrait-il le fait que la vieille femme encombrante avait accepté son sort sans se battre. Je me suis allongé lentement, chaque muscle protestant. J'ai fermé les yeux, mais je ne pouvais pas dormir. Les images continuaient de défiler comme un film cruel. Le frigo avec les étiquettes, le sourire satisfait de Michel, l'indifférence glaciale de Grégory, les mots qu'il m'avait jetés comme des pierres. Ta maigre retraite. Nous ne voulons pas mélanger nos affaires avec les tiennes. Tu n'es plus jeune. Nous méritons plus. Chaque phrase était un autre clou dans le cercueil de notre relation. Chaque mot confirmait ce que je savais déjà au fond de moi mais que je refusais d'accepter. Pour eux, je n'étais plus une mère. J'étais un fardeau, un obstacle, quelqu'un à exploiter jusqu'à la dernière goutte. Et le pire, c'est que je l'avais permis, année après année, abus après abus, humiliation après humiliation. Mais quelque chose a changé à ce moment-là. Quelque chose s'est brisé en moi alors que j'étais allongé sur ce lit étroit, dans cette petite pièce sombre, dans cette maison qui ne me semblait plus être la mienne. Une décision a commencé à se former, lentement, fermement, inévitablement. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité et une certitude a rempli ma poitrine. Ils avaient fait une erreur, une terrible erreur. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'avais abandonné. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans conséquence. Mais ils avaient tort. Le matin, quand ils se réveilleraient, ils verraient quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Le matin, ils apprendraient qui Elda Johnson était vraiment, et cette leçon leur coûterait tout. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces étiquettes. Doux. Comme des marques de bétail. Comme des déclarations de propriété sur quelque chose qui ne leur a jamais appartenu. J'ai regardé le plafond fissuré, écoutant leur rire venant du salon. Ils regardaient une émission, buvaient du vin de ce nouveau frigo, savouraient leur petite victoire sur la vieille femme inutile, parce que c'est ce que j'étais pour eux maintenant. Une vieille femme inutile avec une misérable pension, 68 ans, toute une vie de travail, et c'était ma récompense. Les larmes continuaient de couler, mais maintenant elles étaient différentes. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la rage, de l'indignation, quelque chose qui avait été enterré pendant des années et qui commençait enfin à se réveiller. Je me suis souvenu de la naissance de Grégory, il y a 42 ans. J'avais 26 ans. Son père, Bernard, travaillait dans le bâtiment, et moi je travaillais à la filature de textile. Nous vivions dans un petit appartement, mais nous étions heureux, ou du moins je le croyais. Grégory était notre miracle après 3 fausses couches. J'ai pris soin de lui comme s'il était fait de verre. Je lui ai tout donné, absolument tout. Quand Bernard est mort il y a 15 ans d'une crise cardiaque soudaine alors qu'il était au travail, j'ai pensé que le monde s'arrêtait. Grégory avait 27 ans, déjà adulte, déjà avec sa propre vie, mais il a promis de prendre soin de moi. Tu ne manqueras jamais de rien, maman. Je mens. Tout n'était que mensonge. Les premières années après la mort de Bernard ont été difficiles, mais gérables. Grégory venait me rendre visite, m'emmener au marché, réparer des choses dans la maison. Puis il a rencontré Michel.
Elle est arrivée comme un ouragan il y a 8 ans. Jolie, sûre d'elle, ambitieuse. Elle travaillait dans la vente de cosmétiques, mais vivait comme si elle était une cadre d'entreprise. Des vêtements chers, des ongles parfaits, des cheveux toujours coiffés dans le salon le plus exclusif de la ville. Dès le début, j'ai remarqué quelque chose dans ses yeux. Une froideur. Un calcul constant. Elle me regardait, évaluant combien je valais. Ce qu'elle pouvait obtenir de moi. Elle est un peu intense, ai-je dit une fois à Grégory, essayant d'être douce. Tu es juste jalouse, maman. Michel est incroyable. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Jalouse? J'étais inquiète, mais il a refusé d'écouter. Ils se sont mariés 6 mois après s'être rencontrés, un mariage coûteux que j'ai aidé à payer parce que c'était mon seul fils et qu'il méritait le meilleur. Je leur ai donné 10 000 $ de mes économies, de l'argent que j'avais économisé pendant des années en faisant des heures supplémentaires. Nous te rembourserons, maman, dès que nous serons stables. Je n'ai jamais revu un sou. Après le mariage, les visites sont devenues sporadiques, brèves, mais les demandes d'argent se sont multipliées. Maman, nous avons besoin de 1 000 $ pour la caution de l'appartement. Maman, la voiture est tombée en panne. Nous avons besoin de 3 000 $ pour la réparation. Maman, Michel a besoin de soins dentaires urgents. C'est 5 000 $. Toujours urgent, toujours nécessaire, toujours présenté avec culpabilité si j'hésitais. Tu ne veux pas que ton fils ait un toit décent sur la tête? Tu préférerais que nous conduisions une voiture dangereuse. Tu veux que Michel souffre d'un mal de dents? Et j'ai payé encore et encore parce que c'était mon fils, parce que l'amour d'une mère n'a pas de limite, parce que j'avais peur que si je disais non, il disparaîtrait de ma vie pour toujours. Quand j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, j'ai pensé que je pourrais enfin me reposer. 35 ans à la filature de textile m'avaient laissé avec de l'arthrite dans les mains, des douleurs chroniques au dos et une pension de 800 $ par mois. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. Bernard, mon défunt mari, m'avait laissé cette petite maison, payée, dans un quartier calme. Mon refuge, ma sécurité. Puis la pandémie a frappé, et tout a changé. Grégory a perdu son emploi de vendeur. Michel a perdu le sien aussi. Soudain, ils se sont présentés à ma porte avec des valises. C'est temporaire, maman, juste le temps de nous remettre sur pied. Quelques mois. Quelques mois se sont transformés en 1 an, et pendant cette année, tout a pourri. Au début, ils payaient certaines dépenses, achetaient de la nourriture, aidaient à payer les factures, mais petit à petit, ils ont arrêté. Nous cherchons du travail, maman. C'est dur. Nous avons à peine assez pour nous. Mais Michel continuait d'acheter de nouveaux vêtements. Grégory continuait de commander des bières importées. Ils sortaient tous les deux pour des dîners coûteux pendant que je mangeais des œufs et du pain. Puis est venue la prise de territoire. D'abord, c'était la chambre principale. Nous avons besoin de plus d'espace, maman. Tu peux dormir dans la pièce du fond. C'est plus confortable. Confortable. Quel mot cruel pour décrire ce minuscule tiroir. Puis le salon. Nous installons notre nouvelle télévision ici. Ta télévision est trop vieille. Ma télévision fonctionnait parfaitement. La leur était inutile, mais elle est arrivée quand même. Gigantesque, bruyante, envahissant mon espace. Après cela, ils ont commencé à contrôler la cuisine. Michel a tout réorganisé. Elle a jeté mes vieilles casseroles. Ces choses sont hideuses, Elda. Tellement embarrassant. C'étaient les casseroles dans lesquelles j'avais cuisiné pour Grégory pendant toute son enfance, celles que Bernard m'avait offertes pour notre premier anniversaire. Je les ai vues dans la poubelle et je n'ai rien dit. J'ai ravalé la douleur, comme je ravalais tout le reste. Les demandes d'argent ont continué. Mais maintenant, elles étaient différentes, plus agressives, plus exigeantes. Maman, j'ai besoin que tu me prêtes 2 000 $ pour un cours qui m'aidera à trouver un emploi. Maman, Michel a besoin d'un nouveau téléphone. Le sien ne marche plus. C'est 1 000 $. Maman, nous devons payer la carte de crédit ou ils vont nous poursuivre. 4 000 $ urgents. Chaque fois que j'hésitais, le chantage affectif commençait. Après tout ce que j'ai fait pour toi, n'importe quelle mère ferait ça pour son fils. Si tu m'aimais vraiment, tu n'hésiterais pas. Et le pire de tout, celui que Michel a dit avec un sourire venimeux, un jour,
ce sera nous qui prendrons soin de toi, Elda. Tu as intérêt à être généreuse maintenant. Généreuse. J'avais été si généreuse qu'il ne me restait presque plus rien. Mes économies se sont évaporées. Les 30 000 $ que j'avais accumulés pendant des décennies de sacrifices ont disparu en 2 ans, dépensés en caprices, en luxe et en mensonges déguisés en besoins. Il y a 3 mois, j'ai essayé d'accéder à un compte d'épargne séparé que j'avais. Un compte que Bernard avait ouvert pour les urgences. Il y avait 6 000 $, ma dernière réserve. Il était vide. Qu'est-il arrivé à l'argent du compte d'urgence? Ai-je demandé à Grégory, en tremblant. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. Oh, j'ai utilisé ça pour rembourser des dettes. J'allais te le dire. Comment as-tu fait pour accéder à ce compte? Il était à moi seul. Tu m'as donné ton mot de passe il y a des années, maman. Tu ne te souviens pas? Je ne me souvenais pas. Peut-être le lui avais-je donné dans un moment de confiance. Peut-être l'avait-il pris dans un registre. Cela n'avait pas d'importance. L'argent était déjà parti. Des dettes pourquoi? Ai-je insisté? Les choses n'avaient pas d'importance. L'argent était déjà parti. Des dettes pourquoi? Ai-je insisté? Des choses. Des dépenses. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Comme si j'étais une enfant stupide qui ne comprenait rien. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. J'ai pleuré pour Bernard, qui avait travaillé si dur pour me garder en sécurité. J'ai pleuré pour moi-même, pour avoir permis tout ça. J'ai pleuré pour le fils que je pensais avoir, et qui n'existait plus. Et maintenant, après 11 jours à l'hôpital à me battre pour ma vie, sans qu'il ne se soit présenté une seule fois, je suis revenu pour trouver ça, un réfrigérateur divisé, des étiquettes marquant leur mépris, des mots confirmant ce que je savais déjà. Pour eux, j'étais des ordures, une ressource épuisée, quelqu'un a continué de presser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je me suis assise sur le lit et j'ai pris une profonde inspiration, ignorant la douleur des points de suture. Quelque chose à l'intérieur de moi avait fondamentalement changé. L'Elda qui cédait toujours, qui pardonnait toujours, qui mettait toujours son fils en premier, était morte dans ce lit d'hôpital. La femme qui est revenue était différente, plus dure, plus claire, plus déterminée. Ils voulaient une guerre. Ils en auraient une, mais pas ce soir. Ce soir, j'avais besoin de me reposer, de réfléchir, de planifier. J'ai fermé les yeux, et le sommeil est finalement venu. Il était lourd, sombre et rempli de rêves où j'étais forte et où il pleurait. Le matin, tout changerait. Le matin, ma riposte commencerait. Je me suis réveillé avant l'aube, à 5 heures du matin. La maison était absolument silencieuse. Grégory et Michel dormaient encore dans ma chambre, dans mon lit conjugal, sous les draps que j'avais achetés avec mon premier chèque de retraite. Je me suis levé lentement, sentant chaque muscle protester. Les points de suture tiraient, mais la douleur ne me faisait plus peur. Je savais qu'il y avait des douleurs pires que les physiques. J'ai marché vers la cuisine comme un fantôme. Le nouveau frigo brillait dans la faible lumière. Ses fichues étiquettes reflétaient la faible lumière qui passait à travers la fenêtre. Mich, mich, mich. J'ai ouvert mon vieux frigo à moitié vide, un carton de lait, 3 œufs, du fromage bon marché, du pain de la veille. C'était tout ce que j'avais à manger. Ma pension de 800 $ servait à payer les médicaments, les services publics et les prêts que Grégory me soutirait chaque mois. Puis, juste pour confirmer ce que je savais déjà, j'ai ouvert leur frigo. Rempli. Absolument rempli. Des steaks importés, du saumon, des crevettes, 3 sortes de fromages français importés, des vins qui coûtaient plus de 50 $ la bouteille, des fruits exotiques, des desserts de boulangerie gastronomique, des charcuteries fines de qualité supérieure. J'ai fermé la porte, ressentant un mélange de rage et de dégoût. Ils mangeaient comme des rois alors que je survivais avec des restes. Ils s'adonnaient à des luxes pendant que je comptais les centimes pour acheter du pain, et ils le faisaient dans ma maison avec mon argent sous mon toit. Je me suis versé un verre d'eau et me suis assise à la table de la cuisine. J'avais besoin de réfléchir clairement. J'avais besoin d'un plan. Je pouvais les mettre à la porte. C'était ma maison. Elle était légalement à mon nom. Mais Grégory m'avait fait signer un papier il y a 6 mois. C'est juste pour mettre à jour le testament, maman, pour que tout soit en ordre. J'ai signé sans bien lire. Je lui faisais confiance.
Je lui avais toujours fait confiance. Que avais-je réellement signé? Je ne savais pas, et cela me terrifiait. Je pouvais partir moi-même, trouver un petit appartement, leur laisser la maison et disparaître. Mais avec quel argent? Ma pension couvrait à peine la survie. Le loyer me laisserait à la rue. Je pouvais les affronter, crier tout ce que je ressentais, mais j'avais déjà essayé ça avant. Cela finissait toujours de la même manière. Ils nieraient, manipuleraient et me feraient me sentir coupable de douter de leur amour. Maman, comment peux-tu penser ça de nous? Nous prenons soin de toi, tu ne vois pas? Tu es si ingrate. Non, je ne tomberai pas dans ce piège cette fois-ci. J'ai entendu un bruit à l'étage. Des pas. Ils se réveillaient. Je me suis rapidement retiré dans la pièce du fond et j'ai fermé la porte. Je ne voulais pas les voir encore, pas tant que je ne savais pas exactement quoi faire. Je me suis allongé de nouveau, faisant semblant de dormir tout en écoutant leurs mouvements du matin. La douche qui coule, Michel qui crie sur Grégory parce qu'il a utilisé son shampoing cher, Grégory répondant avec indifférence, les deux se disputant pour savoir qui ferait le petit déjeuner. Personne n'a mentionné mon nom. Personne n'a demandé comment j'avais dormi. Personne n'a frappé à ma porte pour voir si j'avais besoin de quelque chose après 11 jours à l'hôpital. Je n'existais tout simplement pas pour eux. Vers 9 heures du matin, je les ai entendus partir. La porte d'entrée s'est fermée avec force. La voiture a démarré et est partie. J'ai attendu 10 minutes de plus pour m'assurer qu'ils ne reviendraient pas chercher quelque chose d'oublié. Puis je suis sorti de la petite pièce. La maison était en désordre. De la vaisselle sale dans l'évier, des vêtements éparpillés sur le canapé, des emballages de nourriture partout. Ils avaient mangé du saumon fumé et du fromage à la crème au petit déjeuner. Les restes étaient sur le comptoir, à découvert, attirant les mouches. J'ai nettoyé mécaniquement, pas parce que je le voulais, mais parce que c'était ce que j'avais toujours fait, nettoyer leurs dégâts, ramasser leurs ordures, effacer leurs traces. En faisant la vaisselle, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ma voisine, Renata, arroser ses plantes. Renata avait 71 ans, veuve elle aussi, vivant seule, mais elle avait l'air heureuse, toujours souriante, toujours bien habillée, toujours en paix. Nous nous connaissions depuis 20 ans, mais nous n'avions jamais été très proches, juste des bonjours polis, des commentaires sur la météo, rien de profond. Mais à ce moment-là, en la voyant là avec son arrosoir et son chapeau de paille, j'ai ressenti une terrible envie. Elle avait ce que j'avais perdu. La dignité, l'autonomie, la paix. Comme si elle avait senti mon regard, Renata s'est tournée et m'a vu à la fenêtre. Elle a fait un signe de la main. J'ai répondu faiblement. Puis elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a posé l'arrosoir et s'est dirigée vers ma maison. Elle a frappé à la porte. J'ai hésité. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie comme ça. Détruite, humiliée. Mais quelque chose m'a poussé à ouvrir. Elda, bonjour, a dit Renata avec un sourire chaleureux. J'ai vu que tu étais rentrée de l'hôpital hier. Comment vas-tu? Comment allais-je? Une question si simple et pourtant impossible à répondre. Je vais mieux, ai-je réussi à dire. Renata m'a étudié avec ses yeux sages qui avaient vu trop de vie. Puis-je entrer un moment? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Peut-être parce que j'avais désespérément besoin de parler à quelqu'un qui n'était pas Grégory ou Michel. Peut-être parce que son regard contenait quelque chose que j'avais oublié qui existait. Une compassion authentique. Nous sommes entrés dans la cuisine. Renata a vu les deux réfrigérateurs immédiatement. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. C'est nouveau, a-t-elle commenté, essayant de paraître neutre. C'est pour mon fils et ma belle-fille. Pour leurs affaires, ai-je expliqué, sentant la honte brûler sur mes joues. Renata n'a rien dit pendant un moment. Elle a juste observé les étiquettes avec le nom de Michel. Puis elle m'a regardé directement. Elda, pardonne-moi d'être direct, mais j'ai besoin de te dire quelque chose que je voulais dire depuis des mois. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que c'est? Ton fils et ta belle-fille. Je les entends parfois. Les murs ne sont pas si épais. J'entends comment ils te parlent, comment ils te traitent. J'ai baissé les yeux. L'humiliation me brûlait la gorge. La nuit dernière, a continué Renata, sa voix douce mais ferme, quand tu es rentré de l'hôpital, j'ai tout entendu. J'ai entendu ce qu'ils t'ont dit à propos du frigo,
à propos de ta pension, à propos de tes courses. Les larmes ont commencé à couler avant que je puisse les arrêter. Et j'ai entendu autre chose. Renata s'est approchée et a posé sa main sur la mienne. Après que tu te sois endormi, j'ai continué à écouter. Qu'ont-ils dit? Ai-je murmuré, même si une partie de moi ne voulait pas savoir. Renata a pris une profonde inspiration. Ils célébraient, trinquaient avec du vin, et Michel a dit à Grégory quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit, ce ne sera plus long maintenant. La vieille ne tiendra plus longtemps. Quand elle mourra, cette maison sera à nous. Elle vaut au moins 200 000 $. Nous pourrons la vendre et enfin bien vivre. Le monde s'est arrêté. Renata m'a serré la main. Et Grégory a ri et a dit, j'espère qu'elle se dépêche. J'en ai marre de faire semblant de m'en soucier. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur. Il était déjà brisé. Quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Les illusions. Les espoirs. L'idée que quelque part, sous toute la cruauté, mon fils m'aimait encore. Il y a autre chose, a dit Renata. J'ai vu des choses, des mouvements étranges. Il y a 2 semaines, j'ai vu Grégory quitter la banque avec des papiers. Il avait l'air nerveux, et Michel a reçu de gros paquets, des boîtes et des boîtes. Elle les introduit en douce dans la maison quand tu n'es pas là. Quel genre de boîte? Je ne sais pas, mais il y en a beaucoup, et elles ont l'air chères. Des marques de créateurs. Mon esprit a commencé à travailler. Que cachait-il? Qu'est-ce qu'il m'avait caché d'autre? Elda, Renata m'a regardé sérieusement. Tu dois enquêter. Tu dois savoir ce qu'ils font vraiment, parce que quelque chose me dit que c'est bien pire que tu ne l'imagines. Elle avait raison. Je le savais au fond de moi. Je ne sais pas comment, ai-je admis. Je ne sais pas par où commencer. Je vais t'aider. J'ai un ami, Ignatius Miller. Iggy. C'est un avocat à la retraite, mais toujours très actif. Il aime aider dans des affaires comme celle-ci. Cas d'abus familial. Abus familial. Je n'avais jamais pensé à ça comme un abus, mais c'est exactement ce que c'était. Exploitation. Mauvais traitement. Voudriez-vous lui parler? Demanda Renata. J'ai pensé à Grégory. À toutes les fois où je lui avais fait confiance, à toutes les fois où il m'avait déçu. J'ai pensé à Michel, à ses faux sourires, à ses étiquettes sur le frigo, à ses mots venimeux. J'ai pensé à moi, à la femme que j'étais, à la femme que je méritais d'être. Oui, ai-je finalement dit, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Oui, je vais lui parler. Renata a souri. Bien. Je vais l'appeler tout de suite. Il peut venir cet après-midi pendant qu'ils sont sortis. Elle a sorti son téléphone et a composé le numéro. Elle a parlé à voix basse, expliquant la situation. Chaque mot qu'elle prononçait me faisait me sentir plus réel, plus valable, plus vu. Elle a raccroché et m'a regardé avec détermination. Il sera là à 3 heures. Apportez tout ce que vous avez. Relevé bancaire, documents, tout ce que vous avez signé, tout. J'ai acquiescé. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Renata s'est levée pour partir, mais avant de le faire, elle m'a serré dans ses bras. Une étreinte forte, maternelle, le genre d'étreinte que je n'avais pas reçue depuis la mort de Bernard. Quand elle est partie, je suis resté assise dans la cuisine, regardant ces 2 frigos, mais maintenant je les voyais différemment. Ils n'étaient plus des symboles de mon humiliation. Ils étaient des preuves de cruauté, d'abus et d'exploitation systématique. Et bientôt, ils seraient la preuve dont j'avais besoin pour reprendre ma vie en main. Les heures jusqu'à 3 heures de l'après-midi se sont étirées comme des années. Je me suis déplacé dans la maison comme un détective dans ma propre maison, à la recherche de documents, de papiers, de tout ce qui pouvait servir de preuve. J'ai commencé par ma chambre, ou ce qui était ma chambre. La chambre principale appartenait maintenant entièrement à Grégory et Michel. Entrer donnait l'impression d'envahir un territoire ennemi. J'ai ouvert la porte lentement. La pièce sentait le parfum cher de Michel. Le lit n'était pas fait. Des vêtements étaient éparpillés partout. Des boîtes étaient empilées contre le mur, les mêmes boîtes que Renata avait mentionnées. Je me suis approché pour les examiner. Elles provenaient de marques de luxe, des chaussures, des sacs à main, des vêtements de créateurs.
Chaque boîte représentait des centaines, peut-être des milliers de dollars. Où avait-il trouvé cet argent? J'ai ouvert le placard. Encore plus de nouveaux vêtements, des robes avec l'étiquette encore dessus, des costumes coûteux. Michel avait au moins 20 paires de talons qui coûtaient plus de 300 dollars chacune. Grégory avait des montres. 4 montres de créateurs alignées dans une boîte spéciale. L'une d'elles ressemblait à une Rolex. C'était probablement une fausse, mais même les bonnes imitations coûtent 1000 dollars. Comment pouvaient-ils avoir tout ça s'ils étaient censés être au chômage? S'ils étaient censés ne pas avoir d'argent pour aider aux dépenses de la maison? J'ai vérifié les tiroirs de la table de chevet de Grégory. Chargeur, écouteurs, papier froissé, reçus. J'ai pris les reçus. Restaurant cher, bar, achat en ligne. L'un d'eux provenait d'un casino. 500 dollars perdus en une seule nuit il y a 3 semaines. J'ai mis les reçus dans ma poche. Dans le tiroir de Michel, j'ai trouvé des relevés de cartes de crédit. 3 cartes différentes, toutes avec d'énormes dettes. L'une avait un solde de 2000 dollars, une autre de 8000 dollars, la troisième de 5000 dollars. 25 000 dollars de dettes sur des cartes de crédit. Mais ce qui a glacé mon sang, c'est de voir une autre carte, une que je ne reconnaissais pas. Le relevé portait mon nom, Elda Johnson, limite de crédit de 20 000 dollars, solde actuel de 19 800 dollars. Je n'avais jamais fait de demande pour cette carte. Mes mains tremblaient en lisant les opérations. Meubles, appareils électroniques, vêtements, restaurants, voyages, le tout signé à mon nom, mais rien n'était utilisé par moi. Grégory avait ouvert une carte de crédit à mon nom sans ma permission et l'avait utilisée jusqu'à la limite. C'était de la fraude. C'était un crime. J'ai pris le relevé et j'ai continué à chercher. J'ai trouvé d'autres papiers, des contrats, des prêts, tous avec ma signature. Quand avais-je signé tout ça? J'ai essayé de me souvenir. Grégory mettait constamment des papiers devant moi. Signe ici, maman. C'est pour l'assurance. Signe ici, maman. C'est pour renouveler l'enregistrement de la maison. J'ai besoin de ta signature pour cette procédure bancaire. J'ai signé sans lire. Je lui faisais confiance. C'était mon fils, et il avait utilisé cette confiance pour me voler, pour m'endetter, pour me détruire financièrement. J'ai trouvé un papier qui m'a coupé le souffle. C'était une demande de prêt sur valeur domiciliaire. Ma maison, la maison que Bernard m'avait laissée. Grégory avait essayé d'utiliser la maison comme garantie pour un prêt de 50 000 dollars. La demande était marquée en attente d'approbation. Elle n'avait pas encore été traitée, mais l'intention était claire. Cruelle. Il voulait prendre ma maison, pas attendre que je meure. La prendre maintenant. J'ai rassemblé tous les papiers que j'ai trouvés et je les ai emmenés dans l'arrière-salle. Je les ai cachés sous le matelas. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Puis je suis allé à la cuisine et j'ai cherché mes propres documents, ceux que je gardais dans une boîte à biscuits au-dessus du placard, les relevés bancaires, les reçus de pension, les factures médicales. J'ai sorti les 6 derniers mois de relevés et j'ai commencé à les examiner attentivement. Il y avait des virements que je ne reconnaissais pas, des retraits importants, 500 dollars ici, 800 dollars là, des retraits. 500 dollars ici, 800 dollars là, 1000 dollars plus bas. De petites sommes qui s'élevaient à des milliers. Et il y avait des frais automatiques. Abonnement à des services de streaming premium, salle de sport exclusive, application de livraison de plats gastronomiques, le tout à mon nom, le tout débité de mon compte. J'ai fait le calcul dans ma tête. Au cours des 6 derniers mois, ils avaient pris près de 20 000 dollars de mon compte entre les virements, les retraits et les frais non autorisés. 20 000 dollars que je n'avais pas dépensés, dont je ne savais même pas qu'il manquait, parce que Grégory m'aidait à examiner les comptes chaque mois. Il ne me montrait que ce qu'il voulait que je voie. La manipulation était parfaite, systématique, calculée. À 14h30, j'ai organisé tous les documents dans un dossier. Des papiers qui prouvaient la fraude, le vol, l'abus financier, l'exploitation d'une personne âgée, parce que c'est ce que j'étais maintenant. Une personne âgée vulnérable exploitée par sa propre famille. À 3 heures précises, Renata a frappé à la porte. Elle était accompagnée d'un homme de grande taille, d'environ 65 ans, avec des cheveux gris parfaitement peignés et des yeux qui dégageaient intelligence et gentillesse. Elda, voici Ignatius. Ignatius, voici Elda. Ignatius a tendu la main.
Sa poignée de main était ferme mais chaleureuse. Un plaisir, Elda. Renata m'a parlé de votre situation. Je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous aider à titre gracieux. C'est personnel pour moi. Personnel ? Ai-je demandé en les invitant à s'asseoir à la table de la cuisine. Ma mère a vécu quelque chose de semblable il y a des années, a expliqué Ignatius, le visage s'assombrissant. Mon frère l'a exploitée financièrement jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. Quand nous l'avons finalement découvert, il était trop tard. Elle est morte en se sentant trahie et ruinée. J'ai juré d'aider d'autres personnes dans sa situation pour honorer sa mémoire. Ces mots m'ont profondément touché. Je n'étais pas seul. D'autres familles avaient vécu ça. D'autres mères avaient été trahies par leurs enfants. Montrez-moi ce que vous avez trouvé, a dit Ignatius en sortant un bloc-notes. J'ai placé tous les documents sur la table, un par un. Les relevés bancaires, les cartes de crédit frauduleuses, les prêts non autorisés, les reçus de dépenses excessives, la demande de prêt sur valeur domiciliaire. Ignatius a examiné chaque papier avec une attention professionnelle. Son expression s'est durcie à chaque document. C'est grave, Elda. Très grave, a-t-il finalement dit. Ce que votre fils a fait constitue plusieurs crimes. Usurpation d'identité, vol qualifié, abus financier envers une personne âgée, faux et usage de faux. Peut-il aller en prison ? Ai-je demandé, ressentant un mélange d'horreur et de satisfaction. Il le pourrait, si vous décidez de porter plainte au criminel. Mais d'abord, parlons de vos options. Ignatius a sorti un stylo et a commencé à écrire. Option 1, confrontation familiale. Vous leur montrez ce que vous savez, vous exigez qu'ils mettent fin aux abus et vous négociez un plan de remboursement pour ce qui a été volé. C'est rapide, mais ça marche rarement. Les abuseurs nient, manipulent et continuent habituellement. Je savais qu'il avait raison. Grégory nierait tout. Michel pleurerait et me ferait me sentir coupable. Option 2, a continué Ignatius. Action juridique civile. Vous les poursuivez pour l'argent volé. Vous demandez des ordonnances restrictives. Vous les forcez à tout rendre plus des dommages et intérêts. Ça prend du temps, mais c'est efficace. Combien de temps ? 6 mois, peut-être 1 an, mais vous finiriez par récupérer votre argent. Et l'option 3 ? Ignatius m'a regardé droit dans les yeux. Action pénale. Vous portez plainte pour fraude. La police enquête. S'il y a suffisamment de preuves, et il y en a beaucoup ici, votre fils et votre belle-fille pourraient faire face à des accusations criminelles, à une peine de prison, à un casier judiciaire, à de graves conséquences. Le silence a rempli la cuisine. Renata a mis sa main sur la mienne. Vous n'êtes pas obligé de décider maintenant, a dit doucement Ignatius. Mais si vous devez agir rapidement, regardez ceci. Il a pointé du doigt la demande de prêt sur valeur domiciliaire. Si elle est approuvée, vous pourriez perdre votre maison. Nous devons la bloquer immédiatement. Comment ? D'abord, nous allons à la banque tôt demain matin. Vous annulez toutes les autorisations que vous avez données à Grégory. Vous changez vos mots de passe. Vous gelez votre crédit pour qu'il ne puisse plus ouvrir de compte à votre nom. Deuxièmement, nous alertons la banque de la fraude. Nous contestons tous les frais non autorisés. Troisièmement, nous mettons la maison en fiducie pour protéger votre propriété. Tout cela semblait si compliqué, si accablant. Je sais que c'est beaucoup, a dit Ignatius, comme s'il lisait dans mes pensées, mais je vous guiderai à chaque étape. Vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Et en attendant, ai-je demandé, ils vivent toujours ici ? Ils me volent toujours ? C'est votre décision. Légalement, vous pouvez entamer une procédure d'expulsion. En tant que propriétaire, vous avez ce droit, mais ça prend des semaines. Ou vous pouvez les confronter tout de suite. Leur dire que vous avez tout découvert et qu'ils doivent partir. L'idée me terrifiait et m'excitait en même temps. Que feriez-vous ? Lui ai-je demandé. Ignatius a réfléchi un instant. Je documenterai tout d'abord. Je prendrai des photos des boîtes, des vêtements chers, du frigo avec les étiquettes. Je rassemblerai toutes les preuves possibles. Ensuite, lorsque vous serez prête, lorsque vous aurez tout légalement protégé, alors je les confronterai depuis une position de force, et non de faiblesse. C'était logique. Parfaitement logique. Y a-t-il autre chose que je dois savoir ? A ajouté Ignatius.
Renata a mentionné qu'elle avait entendu votre belle-fille parler d'attendre votre mort pour prendre la maison. J'ai acquiescé, la douleur encore vive. Ce genre de commentaire peut être utilisé au tribunal, surtout si nous parlons d'abus envers une personne âgée avec l'intention de l'exploiter jusqu'à la fin. C'est un facteur aggravant. Comment prouvons-nous qu'elle l'a dit? Renata a timidement levé la main. Je peux témoigner. J'ai tout entendu clairement. Parfait, a dit Ignatius. Un témoin indépendant renforce énormément le dossier. Nous avons tout revu pendant encore 2 heures. Ignatius a pris des copies de tous les documents. Nous avons fait une liste des actions immédiates. Nous avons planifié chaque étape. Quand nous avons terminé, je me suis sentie différente. Plus forte. Plus lucide. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'avoir le contrôle de ma vie. Ignatius et Renata sont partis vers 5 heures. Grégory et Michel allaient bientôt arriver. J'ai mis tous les documents originaux dans un sac et je les donnai à Renata pour qu'elle le garde chez elle. Je ne pouvais pas risquer qu'il les trouve. À 6 heures, j'ai entendu la voiture arriver. Des voix, des rires, la porte qui s'ouvre. J'ai pris une profonde respiration et je suis sorti de l'arrière-salle. Il était temps de commencer à me battre. Grégory et Michel sont entrés en portant des sacs de courses, des sacs de magasins chers, des marques que je ne pourrais jamais me permettre. Ils riaient de quelque chose que l'un d'eux avait dit dans la voiture. Ils m'ont vu debout dans le salon, et leurs rires se sont éteints, comme si ma présence gâchait leur bonne humeur. « Salut, maman » a dit Grégory, sans émotion. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Nous devons parler » ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. Michel a levé les yeux au ciel. « Nous sommes fatigués en ce moment. » C'était une longue journée. Une longue journée de shopping avec de l'argent qu'ils n'avaient pas, ou plutôt, avec de l'argent qu'ils avaient. Le mien. C'est important, ai-je insisté. Grégory a soupiré de façon théâtrale. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Je voulais crier tout ce que j'avais découvert. Je voulais leur jeter les papiers à la figure, mais je me suis souvenu des mots d'Ignatius. Documenté, protégé, puis confronté depuis une position de force. Je veux que nous allions à la banque ensemble demain, ai-je dit, mesurant chaque mot. À la banque? Pourquoi faire? Grégory a laissé tomber les sacs sur le canapé. J'ai besoin de vérifier mes comptes. Des choses étranges se produisent. Des frais que je ne reconnais pas. J'ai vu quelque chose traverser les yeux de Grégory. La peur. La culpabilité. C'est disparu si vite que j'ai presque cru l'avoir imaginé. C'est probablement tes médicaments, maman, ou les factures de services publics. Tu sais comment c'est. Non, c'est d'autres choses. De gros virements. Je veux le vérifier avec toi. Michel a croisé les bras. Elda, n'offense pas Grégory. Il t'aide avec tes finances parce que tu ne comprends rien à tout ça. Une autre façon de me traiter de stupide, d'incapable, d'inutile. C'est précisément pour ça que je veux aller à la banque. Pour mieux comprendre, ai-je répondu, gardant mon calme. Grégory a échangé un regard avec Michel. Quelque chose de silencieux s'est passé entre eux. Je ne peux pas y aller demain. J'ai un entretien d'embauche, a-t-il dit rapidement. Un entretien où? Dans une entreprise de technologie. Très important. Je ne peux pas annuler. Un mensonge. Je pouvais le voir à la façon dont il évitait mon regard, à la façon dont ses mains bougeaient nerveusement. Alors après-demain, ai-je suggéré. Mon Dieu, quelle corvée, a murmuré Michel en ouvrant son frigo, le frigo avec son nom sur les étiquettes. Elle a sorti une bouteille de vin très chère. Grégory s'est approché de moi, posant sa main sur mon épaule avec une fausse tendresse. Maman, je pense que tu es encore faible après l'opération. Tu es peut-être confuse. Repose-toi. Je vais m'occuper de tout. C'était exactement le problème. Je ne suis pas confuse, Grégory. Son expression a changé. Le masque du fil inquiet s'est fissuré pendant une seconde. J'ai vu quelque chose de froid, de calculateur. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Je n'insinue rien. Je veux juste aller à la banque. Examiner mes comptes et mon droit. Michel est revenu avec 2 verres à vin. Elle en a tendu un à Grégory. Ils ne m'en ont même pas offert un.
Ils ont bu devant moi comme pour célébrer quelque chose. Tu sais quoi, maman, a dit Grégory après une longue gorgée. Tu es ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tout ce que tu as fait pour moi, les mots sont sortis plus durement que prévu. Oui, on vit ici pour prendre soin de toi. On pourrait être chez nous, vivre notre propre vie. Mais non, on est ici à supporter ça, à se sacrifier. Vous sacrifiez dans ma maison, en mangeant ma nourriture, en dépensant mon argent. Personne ne vous a demandé de rester, ai-je dit doucement. Le silence qui a suivi était dense, dangereux. Michel a claqué son verre sur la table. Tu sais quoi? J'en ai marre de ton attitude, Elda. Tu es rentré de l'hôpital hier avec cette tête de martyr, comme si nous étions les méchants de ton histoire. Je n'ai jamais dit. Tu n'as pas besoin de le dire. Ça se voit dans la façon dont tu nous regardes, dont tu parles, comme si on te devait quelque chose. Je t'ai tout donné, ai-je murmuré. Tout. Michel a ri, un rire cruel et aigu. Tu as donné à Grégory une enfance médiocre dans un quartier oublié. Tu l'as élevé avec des limites, avec une mentalité de pauvre. Nous avons dû travailler 2 fois plus fort pour surmonter tout ça. Chaque mot était un coup de poignard. Grégory ne l'a pas arrêté. Il a juste bu son vin, en détournant le regard. Je me suis cassé le dos à travailler pour qu'il ait le meilleur, ai-je dit, sentant les larmes menacées. Le meilleur? S'il te plaît. Le mieux aurait été de lui donner de vraies opportunités, des relations, une vie meilleure. Mais non, tu l'as rempli de culpabilité et d'obligation. Michel, ça suffit, a murmuré Grégory, mais sans conviction. Il est temps qu'elle entende la vérité. Elda, tu es un fardeau. Tu l'as toujours été. Grégory est trop gentil pour te le dire, mais moi non. Vivre ici est un énorme sacrifice. Te tolérer est épuisant. Les larmes ont coulé. Je ne pouvais pas les arrêter. Si c'est un tel sacrifice, ai-je dit entre 2 sanglots, vous pouvez partir quand vous voulez. Grégory a posé son verre et s'est approché de moi avec une expression grave. Maman, c'est notre maison autant que la tienne. Papa aurait voulu que ce soit ainsi. Une maison familiale. Ton père me l'a laissée, pour ma sécurité. Eh bien, maintenant nous sommes tous ici ensemble, en famille. Son ton était définitif. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Michel a ramassé les sacs de course. Je vais ranger ça. Grégory, aide-moi. Je les ai regardés monter les escaliers avec leurs achats coûteux. J'ai entendu la porte de mon ancienne chambre se fermer. J'étais restée seule dans le salon, tremblante. La confrontation s'était plus mal passée que je ne l'imaginais. Ils n'avaient rien admis. Ils avaient tout déformé pour me faire sentir coupable. Mais quelque chose avait changé. Je ne doutais plus. Je ne me demandais plus si j'exagérais. Les mots de Michel avaient été clairs comme de l'eau de roche. J'étais un fardeau, un obstacle, quelqu'un à tolérer jusqu'à ce que je meure. Je suis allé dans l'arrière-salle et j'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un texto à Renata. Je dois aller à la banque demain matin. Est-ce qu'Ignatius peut venir avec nous? La réponse est arrivée en quelques secondes. Bien sûr, on vient te chercher à 8 heures. J'ai rangé le téléphone et je me suis assise sur le lit. En haut, j'entendais leur voix. Ils parlaient d'un ton normal maintenant, probablement en train de se moquer de moi, de la vieille femme idiote qui réalisait enfin la vérité. Mais je n'étais plus idiote, et demain, je commencerai à récupérer ce qui était à moi. Cette nuit-là, je n'ai pas mangé. Je n'avais pas faim. Je suis juste allé me coucher tôt, en écoutant leurs pas en haut, la télévision allumée, leurs rires occasionnels. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Bernard, à la façon dont il avait travaillé dur pour me laisser protéger, à quel point il serait déçu de voir son fils ainsi. Pardonne-moi, Bernard, ai-je murmuré dans le noir. Je les ai laissés détruire ce que tu as construit, mais je vais réparer son fils comme ça. Pardonne-moi, Bernard, ai-je murmuré dans le noir. Je les ai laissés détruire ce que tu as construit, mais je vais le réparer. Je te le promets. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, parce que je savais que la guerre avait commencé, et cette fois, je ne perdrai pas. Je me suis réveillé à 6 heures du matin. Il faisait encore noir dehors. La maison était silencieuse. Grégory et Michel dormaient profondément après avoir vidé une autre bouteille de vin la veille au soir.
Je me suis habillé avec soin. J'ai choisi mes plus beaux vêtements, un ensemble que j'avais acheté pour les funérailles de Bernard et que j'avais à peine porté. Je voulais avoir l'air digne, forte, pas comme la vieille femme malade qu'il pensait que j'étais. À 7h30, j'étais prête. J'ai pris mon sac à main avec les quelques documents que j'avais gardés avec moi. Le reste était en sécurité chez Renata. J'ai entendu du mouvement en haut, des pas vers la salle de bain. Grégory se réveillait. J'ai quitté l'arrière-salle et je suis allé à la cuisine. J'ai fait du café. J'ai agi normalement, comme si rien ne s'était passé la veille, comme si leurs mots ne m'avaient pas brisé. Grégory est descendu en pyjama, les cheveux en désordre. Il a semblé surpris de me trouver réveillé. « Bonjour », a-t-il dit, sa voix rauque à cause du sommeil et du vin. « Bonjour. Du café ? Ouais, merci. » Il s'est assis à la table, vérifiant son téléphone. Je lui ai versé une tasse. Mes mains n'ont pas tremblé. J'étais étonnamment calme. « Tu sors ? » a-t-il demandé, remarquant mes vêtements. « J'ai un rendez-vous chez le médecin. Visite de contrôle post-opératoire. Un mensonge, mais un mensonge nécessaire. Oh, tu veux que je t'emmène ? Non, c'est Renata qui m'emmène. On a déjà tout organisé. Grégory a acquiescé, perdant immédiatement tout intérêt. Il est retourné à son téléphone. À 8h précises, j'ai entendu le klaxon à l'extérieur. Renata était arrivée. Je m'en vais, ai-je annoncé en ramassant mon sac à main. Fais attention, maman, a dit Grégory sans lever les yeux. Je suis sorti de la maison, ressentant chaque pas comme une libération. L'air frais du matin a rempli mes poumons. Renata était dans sa voiture. Ignatius était sur le siège passager. Bonjour, Elda. Renata m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Prête ? A demandé Ignatius. Prête, ai-je répondu, en montant sur la banquette arrière. La banque était à 20 minutes de route. En chemin, Ignatius a revu le plan. D'abord, nous allons parler au directeur. Nous allons expliquer la situation de fraude, demander des copies de toutes les transactions des 2 dernières années. Ensuite, nous allons annuler toutes les autorisations qu'ils ont sur vos comptes. Nous allons changer les mots de passe et enfin mettre en place des alertes de sécurité pour prévenir les fraudes futures. Ça semblait simple quand il l'a dit, mais j'avais l'estomac noué. Nous sommes arrivés à la banque juste au moment où elle ouvrait ses portes. Le bâtiment était moderne, avec de grandes fenêtres en verre. Nous sommes entrés, et Ignatius s'est dirigé directement vers le comptoir du service à la clientèle. Nous devons parler au directeur. C'est une question urgente de fraude bancaire. L'employé, une jeune femme avec une expression professionnelle, nous a regardés sérieusement. Un instant, s'il vous plaît. Elle a disparu derrière des portes. 5 minutes plus tard, elle est revenue avec un homme dans la cinquantaine. Costume gris, expression aimable. Je suis Alonso Mendez, directeur de cette succursale. Comment puis-je vous aider ? Ignatius a tendu la main. Je suis Ignatius Miller, avocat. Je représente Madame Elda Johnson dans une affaire de fraude financière. Alonso nous a conduits à un bureau privé. Il a fermé la porte. Nous nous sommes assis. Veuillez expliquer la situation. Ignatius a pris la parole en premier, présentant l'affaire clairement et professionnellement. Puis ce fut mon tour. Ma voix était tremblante au début, mais a gagné en force au fur et à mesure que je racontais tout. Les prêts non autorisés, les cartes de crédit ouvertes à mon nom, les virements que je ne reconnaissais pas. Alonso a écouté attentivement, prenant des notes. Son expression est devenue plus sérieuse à chaque détail. Avez-vous des documents pour étayer cela ? A-t-il demandé. Ignatius a placé les copies des relevés bancaires frauduleux sur le bureau. Alonso les a examinés attentivement. C'est très grave, a-t-il finalement dit. Je vais avoir besoin que vous remplissiez un rapport de fraude officiel. Nous allons également examiner tous vos comptes immédiatement. L'heure suivante a été consacrée à son ordinateur, à examiner chaque transaction. Son expression est devenue de plus en plus sombre. Madame Johnson, a-t-il dit après un long silence. Il y a de multiples irrégularités. D'importants virements vers des comptes que vous ne reconnaissez pas, des retraits à des guichets automatiques loin de votre secteur habituel, des frais récurrents pour des services que vous dites n'avoir jamais contractés. Combien ?
Ai-je demandé, bien que j'avais peur de le savoir. Alonso a fait quelques calculs. Au cours des 2 dernières années, environ 42 000 $ ont quitté vos comptes et des transactions que vous n'avez pas autorisées. 42 000 $. Je me suis senti mal. Renata m'a tenu le bras. Et ceci, a continué Alonso, pointant son écran, ceci est un prêt sur valeur domiciliaire demandé il y a 2 semaines pour 50 000 $, en utilisant votre maison comme garantie. Je n'ai jamais autorisé cela. Je sais. Et la signature sur la demande est suspecte. Elle semble être falsifiée. Alonso m'a montré le document numérique. La signature ressemblait à la mienne, mais il y avait de subtiles différences. Grégory a accès à mes documents. Il aurait pu la copier, ai-je dit. Cela constitue un faux, un crime grave. Alonso a regardé Ignatius. Allez-vous procéder légalement? Oui, a répondu fermement Ignatius. Nous allons porter des accusations criminelles. Alonso a hoché la tête. Je gèle ce prêt immédiatement. Il ne sera pas traité, et je lance le protocole de fraude pour récupérer les fonds volés de vos comptes. Une autre heure s'est écoulée à remplir des formulaires, à signer des déclarations, à changer des mots de passe, à annuler des autorisations. Alonso a retiré le nom de Grégory de tous mes comptes. Il n'y avait plus accès. Il ne pouvait plus toucher à mon argent. Les cartes de crédit ouvertes à mon nom sans autorisation seraient annulées. Les dettes seraient contestées. Vous n'êtes pas responsable du paiement de la fraude, a expliqué Alonso. Et l'argent qu'ils ont déjà pris, les 42 000 $? La banque va lancer une enquête. Alonso a expliqué. Un épais dossier avec des copies de tout. Des rapports de fraude, des relevés bancaires détaillés, des preuves claires de chaque crime. Dans la voiture, Renata m'a serré dans ses bras. Vous avez si bien fait, Elda. Ce n'est que le début, a dit Ignatius. Maintenant vient le plus dur, les confronter. Quand? Ai-je demandé. Quand vous serez prête. Mais je suggère que ce soit bientôt, avant qu'ils ne découvrent que vous êtes allé à la banque. J'ai regardé par la fenêtre. La rue défilait. Des gens normaux menant une vie normale. Des familles qui s'aimaient vraiment. Je veux le faire aujourd'hui, ai-je dit soudainement. Ce soir, quand ils rentreront du travail ou de l'endroit où ils vont prétendre travailler. Ignatius a souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire d'approbation, de respect. Alors ce soir, ce sera. Nous serons avec vous. Vous n'affronterez pas cela seul. Nous sommes rentrés à la maison vers midi. Grégory et Michel étaient sortis. Renata et Ignatius sont entrés avec moi. Ils ont regardé les 2 frigos, les étiquettes avec le nom de Michel, le luxe dans toute la maison, les vêtements chers, les nouveaux appareils. Tout cela, a dit Ignatius, en désignant tout autour, a été acheté avec de l'argent volé. Tout est une preuve. Il a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos. Des frigos, des boîtes de vêtements de créateurs dans la chambre principale, des reçus que nous avons trouvés, de tout. Nous devons documenter le style de vie qu'ils mènent par rapport aux revenus qu'ils prétendent avoir, a-t-il expliqué. Cela prouve qu'ils vivent de fonds illicites. Nous avons passé l'après-midi à préparer la confrontation. Ignatius a noté les points clés. Renata a préparé du thé et m'a forcé à manger quelque chose. À 5 heures de l'après-midi, le plan était prêt. À 6 heures, nous avons entendu la voiture arriver. Renata et Ignatius se sont positionnés dans le salon. Je me suis tenu près de la porte. Grégory et Michel sont entrés en riant. Ils se sont figés en voyant les visiteurs. Qu'est-ce qui se passe ici? A demandé Grégory, son ton immédiatement défensif. Asseyez-vous, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais. Nous devons parler. Maman, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Michel a pointé Ignatius. Je suis Ignatius Miller, avocat de Madame Johnson. La couleur a quitté le visage de Grégory. Avocat? Maman, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris une profonde respiration. C'était le moment. Il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai tout découvert, Grégory. Tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Grégory et Michel sont restés figés dans l'entrée, leur visage passant du choc à la confusion et finalement à une peur mal dissimulée. Découvert quoi? A demandé Michel,
essayant de paraître indigné, mais sa voix s'est brisée. Ignatius s'est levé. Il avait cette présence que seuls les avocats expérimentés possèdent, l'autorité sans avoir besoin de crier. Monsieur Gregory Johnson et Madame Michelle Harris, vous êtes accusés de fraude financière, de vol, de faux en écriture et de maltraitance envers une personne âgée. Gregory a laissé échapper un rire nerveux. Quoi? C'est ridicule. Maman, qu'est-ce que tu as raconté à ces gens? La vérité, ai-je répondu. Je leur ai dit la vérité que vous avez cachée. Quelle vérité? Je n'ai rien caché. Ignatius a ouvert sa mallette et a sorti des documents. Il les a placés sur la table basse, un par un, comme un procureur présentant des preuves. Carte de crédit Capital One ouverte au nom d'Elda Johnson le 15 mars de l'année dernière. Solde actuel, 14 800 $. Avez-vous autorisé cette carte, Madame Johnson? Non, ai-je répondu fermement. C'était une erreur de la banque, a crié Gregory. J'allais te le dire, maman. Quand? Ai-je demandé. Quand vous ne pourriez plus la payer, a continué Ignatius. Prêt personnel Citibank, 5 000 $, demandé au nom d'Elda Johnson il y a 1 an. Argent viré sur le compte de Gregory Johnson. Avez-vous autorisé ce prêt? Non. Michelle a fait un pas en avant. Elda, tu es confuse. Vous avez signé ces papiers. Nous vous avons tout expliqué. Vous me l'avez expliqué? Ma voix s'est élevée. Quand? Quand vous avez mis des papiers devant moi et que vous m'avez dit de signer sans lire? Nous avons tout expliqué, a insisté Michelle. Mensonge, est intervenue Renata de sa chaise. Je les ai entendus. Je sais comment ils fonctionnent. Michelle l'a regardé avec une haine pure. Vieille femme fouineuse. C'est de votre faute. Vous lui avez rempli la tête d'idées. Personne ne m'a rempli la tête avec quoi que ce soit, ai-je dit. Vous m'avez montré qui vous êtes vraiment. Ignatius a brandi un autre document. Demande de prêt sur valeur domiciliaire contre la propriété située au 122 Magnolia Lane, signature falsifiée. C'est un crime fédéral. Gregory est devenu complètement pâle. Ce prêt était pour un investissement, pour faire fructifier l'argent, pour tout le monde, pour nous tous. Vous avez menti, ai-je explosé. Vous ne m'avez même pas rendu visite quand j'étais à l'hôpital. Je suis rentré de l'hôpital et vous avez installé un frigo séparé parce que ma nourriture n'est pas assez bonne pour vous. Cela n'a rien à voir avec ça, a crié Michelle. Ça a tout à voir avec ça. Ça montre exactement comment vous me voyez, comme des ordures, comme quelqu'un à exploiter jusqu'à ce que je meure. Personne n'a dit ça. Gregory a essayé de s'approcher, mais Ignatius s'est interposé. Si, ils l'ont fait, a dit Renata. Je les ai entendus. La nuit où elle est rentrée de l'hôpital, Michelle a dit à Gregory, ce ne sera plus long maintenant. Quand la vieille femme mourra, cette maison sera à nous. Elle vaut 200 000 $. Michelle s'est retournée vers Renata, furieuse. C'est un mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Si, a confirmé calmement Renata. Et Gregory a répondu, j'espère qu'elle se dépêchera. Je suis fatigué de faire semblant de m'en soucier. Les mots sont tombés comme des bombes. Gregory a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Ses yeux se sont remplis de panique. C'était sorti de son contexte, a-t-il finalement murmuré. Quel contexte justifie de souhaiter la mort de sa mère? Ai-je demandé, les larmes coulant maintenant librement. Maintenant, maman, je ne veux pas que tu meures. Bien sûr que non. Mais vous voulez ma maison, mon argent, tout ce qu'il me reste. C'est différent. Non, ce n'est pas différent. Vous m'avez volé. Vous m'avez menti. Vous m'avez exploité. Et vous espériez que je meure pour pouvoir prendre le peu qu'il me reste. Ignatius a repris le contrôle. Nous avons toute la documentation de la banque. 42 000 $ frauduleusement retirés des comptes de Madame Johnson au cours des 2 dernières années. Virement non autorisé, retrait inexpliqué, frais pour des services qu'elle n'a jamais contractés. J'ai géré ses finances parce qu'elle me l'a demandé, a crié désespérément Gregory. Gérer des finances ne signifie pas voler, a répondu froidement Ignatius, et cela n'inclut certainement pas l'ouverture de comptes de crédit non autorisés. Michelle a changé de tactique. Elle s'est effondrée sur le canapé, se couvrant le visage avec ses mains.
Elle a commencé à pleurer, des sanglots dramatiques, des halètements exagérés. Je n'arrive pas à croire que vous nous faites ça, Elda. Après tout ce que nous avons sacrifié pour vous. Nous vivons dans cette horrible maison pour prendre soin de vous. Nous avons quitté nos vies pour être ici. Cette horrible maison que vous vouliez me voler, ai-je pensé. Nous ne voulions pas vous la voler. Juste assurer notre avenir. Aux dépens du mien. Grégory a passé ses mains dans ses cheveux. Il transpirait. Ses yeux cherchaient une issue, une explication, n'importe quoi. Maman, on peut réparer ça. On va tout rembourser, petit à petit. Mais ne fais pas ça. N'implique pas d'avocat. Ne détruis pas ta propre famille. Détruire ma famille? Ai-je répété, incrédule. C'est moi qui l'a détruit, pas vous deux qui m'avez volé, qui m'avez menti, qui m'avez traité comme un fardeau. Nous étions désespérés, a crié Michel. Tu crois qu'on voulait vivre comme ça? Dans cette vieille maison avec une retraitée qui survit à peine? Alors pourquoi n'êtes-vous pas partis? Personne ne vous a forcé à rester. Parce que nous n'avions nulle part où aller. Michel s'est levé. Les larmes avaient disparu. Maintenant, il n'y avait plus que de la rage. Vous savez combien coûte le loyer? Vous savez à quel point il est difficile d'obtenir un emploi? Nous n'avions pas le choix. Il y a toujours un choix. Le choix était de ne pas me voler, de ne pas m'exploiter. Ignatius est de nouveau intervenu. Vous avez deux options. Premièrement, vous retournez chaque centime volé plus les intérêts. Vous quittez cette maison immédiatement. Vous signez un accord juridique reconnaissant la fraude et acceptant un plan de remboursement. Nous ne portons pas d'accusation criminelle. Et la deuxième? A demandé Grégory, sa voix morte. La deuxième est que nous portons des accusations criminelles. Fraude, faux en écriture, maltraitance envers une personne âgée. Vous risquez entre 5 et 15 ans de prison, un casier judiciaire, vos vies ruinées. Le silence est revenu. Lourd, étouffant. 10 000 $ pas même proche alors commencez à l'obtenir. Ignatius a dit vendre tout ce que vous avez acheté avec de l'argent volé, les vêtements, les chaussures, les appareils électroniques, tout ça cela ne rapportera même pas 10 000 $, a-t-elle protesté. Alors trouver de vrais emplois et payer mensuellement jusqu'à ce que la dette soit entièrement couverte. Grégory s'est affaissé sur une chaise. Il avait l'air vaincu, petit, ne ressemblant en rien au fils que j'avais élevé. Maman, a-t-il dit, la voix brisée. Tu vas vraiment faire ça? Détruire ton propre fils? Tu t'es détruit toi-même, Grégory. Je ne fais que me protéger. Je suis ton fils, ta seule famille. Un fils ne vole pas sa mère. Un fils ne lui souhaite pas la mort. Un fils ne la traite pas comme des ordures. Nous t'aimons. Vous aimez mon argent. Vous aimez ma maison. Vous ne m'avez jamais aimé. Peut-être quand tu étais enfant. Mais cet enfant est mort il y a longtemps. Grégory a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Des sanglots de quelqu'un qui a finalement compris qu'il avait tout perdu. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai regardé mon fils en pleurs. Cette fois, des sanglots de quelqu'un qui a finalement compris qu'il avait tout perdu. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai regardé mon fils en pleurs. Une partie de moi, la partie qu'il avait porté bébé, la partie qui avait pris soin de lui quand il était malade, la partie qui avait tout sacrifié pour lui, voulait céder. Elle voulait le serrer dans ses bras et dire que tout irait bien. Mais une autre partie, la nouvelle partie, la partie qui s'était réveillée dans cet hôpital, connaissait la vérité. Si je cédais maintenant, tout continuerait. Les abus, l'exploitation, la cruauté. Vous avez jusqu'à demain midi pour décider, a dit Ignatius. Option 1 ou option 2. Mais vous quittez cette maison aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui? Michel a presque crié. Où allons-nous aller? Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Tout comme ce n'était pas votre problème de savoir où je dormirais quand vous avez pris ma chambre. Ignatius a sorti quelques derniers papiers. Ceci est un avis d'expulsion immédiat. Vous avez 2 heures pour emballer vos effets personnels et partir. Ceci est un avis d'expulsion immédiat. Vous avez 2 heures pour emballer vos effets personnels et partir. C'est illégal, a crié Michel. Ça ne l'est pas. C'est la maison de Madame Johnson. Vous êtes des occupants non autorisés.
Légalement, je peux appeler la police tout de suite pour vous escorter à l'extérieur. Grégory m'a regardé avec des yeux suppliants. Maman, s'il te plaît. Mais je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Si je parlais, je craquerais. Renata s'est avancée et a pris ma main. Son soutien silencieux m'a donné de la force. Le temps presse, a dit Ignatius, regardant sa montre. 2 heures. Michel a couru en haut des escaliers. Grégory a suivi plus lentement, me regardant une dernière fois. Dans ses yeux, j'ai vu beaucoup de choses. De la rage, de la peur, de la douleur. Mais je n'ai pas vu de vrai remords, et cela m'a tout dit. Les 2 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. J'ai entendu leurs mouvements en haut, des tiroirs s'ouvrant violemment, des placards se vidant, Michel criant, Grégory répondant d'une voix brisée, le bruit de choses jetées avec colère. Renata, Ignatius et moi sommes restés dans le salon, à attendre, à regarder, à nous assurer qu'ils ne prenaient rien qui ne leur appartienne pas. « Est-ce que ça va ?» a demandé Renata, serrant ma main. Ça n'allait pas. J'étais détruite à l'intérieur, mais je ressentais aussi quelque chose d'étrange, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je reprenais ma dignité. « Ça ira », ai-je répondu. Après 40 minutes, Michel est descendu, traînant une valise. Son visage était rouge à cause des pleurs, ou de la rage, probablement les deux. J'ai besoin de prendre des choses dans la cuisine, mes ustensiles, ma vaisselle. La vaisselle appartient à la maison, ai-je dit fermement. Vous n'allez rien prendre qui était ici avant votre arrivée. J'ai acheté ces assiettes avec de l'argent volé. Elles restent. Michel m'a jeté un regard rempli de haine pure. Vieille femme misérable. Vous avez ruiné la vie de votre fils. Vous l'avez ruiné enfant avec votre pauvreté, et maintenant vous le ruinez adulte avec votre égoïsme. Chaque mot était conçu pour me blesser, pour me faire douter, pour me détruire. Mais ça ne marchait plus. Non. Vous avez ruiné vos propres vies avec vos décisions. Je ne fais que me protéger. Te protéger ? Michel a laissé échapper un rire hystérique. De quoi ? De ta propre famille ? Tu finiras seule, Elda. Complètement seule. Parce que c'est ce que tu es. Une vieille femme amère qui repousse tout le monde. Je préfère être seule qu'entourée de voleurs. Michel a ouvert furieusement son frigo. Le frigo avec ses étiquettes. Elle a commencé à sortir des choses. Des bouteilles de vin, des fromages chers, des viandes. Elle a tout mis dans des sacs de course. C'est à moi. J'ai acheté ça avec mon argent. Allez-y, ai-je dit. Prenez tout. Ignatius a observé chaque mouvement, prenant des notes, photographiant ce qu'il prenait. Tout est documenté. Grégory est descendu avec 3 grandes valises. Il avait l'air vieilli, comme s'il avait perdu 10 ans et 2 heures. Maman, pour la dernière fois, reconsidère. Nous sommes une famille. Une famille ne vole pas. Nous avons fait des erreurs. Oui, je l'admets, mais nous pouvons réparer ça. Donne-moi une chance. Je vous ai donné des milliers de chances. Vous avez gaspillé chacune d'elles. Il a commencé à porter les valises vers la porte. Michel vidait toujours le frigo. Elle semblait déterminée à prendre chaque dernier morceau de nourriture. Quand elle a eu fini, le nouveau frigo était complètement vide. Seules les étiquettes avec son nom sont restées. Mich, 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 comme des rappels de leur arrogance. Où vont-ils aller ? A demandé doucement Renata. Nous avons des amis, a répondu amèrement Michel, des gens qui nous apprécient, contrairement à cette femme. Alors allez voir les gens qui vous apprécient, ai-je dit. Ils ont fait 3 autres voyages, des vêtements, des chaussures, des appareils électroniques, la télévision géante qu'ils avaient achetée. Ils ont tout chargé dans la voiture. Au dernier voyage, Grégory s'est arrêté à la porte. Il m'a regardé une dernière fois. Un jour, tu regretteras ça, maman, quand tu seras seule dans cette maison vide, quand il n'y aura personne pour prendre soin de toi, quand tu réaliseras que tu avais besoin de nous. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai jamais eu besoin de vous. J'avais juste besoin que vous me respectiez, et vous ne l'avez jamais fait. Michel est passé devant lui, portant le dernier sac. Allons-y, Grégory. Cet endroit sent la pauvreté et le ressentiment. Grégory l'a suivi. La voiture était remplie de leurs affaires.
Ils sont montés à bord. Le moteur a démarré. Je les ai vus partir en voiture par la fenêtre. La voiture a disparu au coin de la rue. Et juste comme ça, après une année de cauchemar, ils étaient partis. Mes jambes ont cédé. Je me suis assise sur le canapé, et les larmes ont commencé à couler. Pas de tristesse. C'était la libération, le soulagement, la douleur, le tout mélangé en un cri qui venait du plus profond de moi. Renata m'a serré dans ses bras. C'est fini. Ils sont partis. Vous avez fait ce qu'il fallait, a ajouté Ignatius. Je sais que ça fait mal, mais vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai pleuré pendant 10 minutes. J'ai tout laissé sortir. Des années de douleur, d'humiliation, d'abus silencieux. Quand je me suis finalement calmé, j'ai regardé autour de moi. La maison était en désordre. Des tiroirs ouverts, des choses éparpillées, des traces de leur présence partout. Mais elle était de nouveau à moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Ignatius a ouvert sa mallette. Maintenant, nous attendons leur décision. Demain à midi, nous saurons s'ils choisissent l'option 1 ou l'option 2, et s'ils ne répondent pas. Alors nous procédons automatiquement à des accusations criminelles. Nous avons déjà tout. La banque déposera sa propre plainte pour fraude. C'est grave, Elda. Très grave. J'ai hoché la tête. Une partie de moi, la partie maternelle qui ne mourrait jamais complètement, espérait que Grégory choisirait la bonne option, qu'il admettrait sa culpabilité, qu'il paierait ce qu'il avait volé et qu'il essaierait au moins de se racheter. Mais une autre partie connaissait la vérité. Grégory et Michel regrettaient seulement d'avoir été pris, pas ce qu'ils avaient fait. Renata est restée avec moi cette nuit-là. Elle ne voulait pas me laisser seule. Elle a préparé le dîner. Nous avons rangé un peu la maison. Nous avons parlé de choses sans importance, de ces plantes, de la météo, de tout sauf de ce qui venait de se passer. Quand je suis finalement allé dormir, pour la première fois depuis 1 an, j'ai dormi dans ma propre chambre principale. Ils avaient laissé le lit défait. Les draps sentaient le parfum de Michel, mais c'était ma chambre, mon espace. J'ai changé les draps, j'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et j'ai nettoyé les traces de leur présence. Et quand je me suis allongé dans mon lit, dans ma chambre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil qui entrait à flot par la fenêtre. Renata était déjà dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Bonjour. Comment avez-vous dormi? Mieux qu'en plusieurs mois, ai-je répondu honnêtement. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Des œufs, des toasts, du café. Simple, mais délicieux. Pensez-vous qu'ils répondront avant midi? Ai-je demandé. Renata a haussé les épaules. Je ne sais pas, mais s'ils ne le font pas, Ignatius est prêt à procéder. Les heures ont passé lentement. 10 heures du matin, 11h30. À 12h10, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô? Maman? La voix de Grégory sonnait différemment. Fatigué. Vaincu. Que veux-tu? J'ai besoin de te parler. Puis-je venir à la maison? Juste moi? Michel est resté où nous sommes. J'ai regardé Renata. Elle a hoché la tête. Viens, mais Ignatius sera présent. D'accord. J'ai raccroché et j'ai appelé Ignatius. Il est arrivé en 15 minutes. À 12h25, Grégory a frappé à la porte. Je l'ai ouverte. Il avait l'air terrible. Des poches profondes sous ses yeux, des vêtements froissés, des cheveux non peignés. Nous sommes allés dans le salon et nous nous sommes assis. Ignatius était prêt avec son bloc-notes. J'accepte l'option 1, a dit Grégory, sans préambule. Vous signerez l'accord. Vous admettrez la fraude. Vous vous engagez à tout rembourser, a demandé Ignatius. Oui, tout. Mais j'ai besoin de temps. Je n'ai pas l'argent maintenant. Combien avez-vous? Rien. 0. Nous avons tout dépensé. Ignatius a fait quelques calculs dans son bloc-notes. 42 000 $ plus 5% d'intérêt annuel font environ 47 000 $. Si vous payez 500 $ par mois, cela prendra près de 8 ans. Je n'ai pas d'emploi. Je ne peux pas m'engager à payer 500 $ maintenant. Alors trouvez un emploi.
2 emplois si nécessaire. Ce n'est pas négociable. Grégory a passé ses mains sur son visage. Michel m'a quitté. Quand je lui ai dit que j'accepterais l'option 1, elle m'a traité de lâche et s'en est allée. Je ne sais pas où elle est. Je n'ai pas ressenti de pitié. C'est entre vous et elle. L'accord est avec vous. Elle aura sa propre procédure judiciaire. Je sais. Grégory m'a regardé directement pour la première fois. Maman, je suis désolé. Je le suis vraiment. Je ne suis pas intéressé par vos excuses. Je suis intéressé par le fait que vous remboursiez ce que vous avez volé. Je vais tout payer. Je le jure. Ignatius a sorti des documents. Signé ici et ici et ici. Grégory a signé sans lire. Sa main tremblait. Vous paierez $300 par mois jusqu'à ce que vous obteniez un emploi stable. Ensuite, $500. Le premier paiement est dû dans 30 jours. Si vous manquez un seul paiement, nous portons des accusations criminelles immédiatement. Compris. Nous avons terminé les papiers en silence. Quand c'était fini, Grégory est resté assis, comme s'il attendait quelque chose. Autre chose? Ai-je demandé. Pouvons-nous réparer ça un jour? Notre relation? Je l'ai regardé. Mon seul fils. Le bébé que j'ai porté. Le garçon que j'ai élevé. L'homme qui m'a trahi. Je ne sais pas, Grégory. Honnêtement, je ne sais pas. Il s'est levé lentement, s'est dirigé vers la porte et s'est arrêté. Je t'aime, maman. Je sais que tu ne le crois pas, mais je t'aime. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé partir. Quand la porte s'est fermée, j'ai relâché l'air que je retenais. C'est ça, a dit Ignatius. Il a signé. Il est légalement obligé. Et Michel? Elle aura sa propre procédure. La banque la poursuivra pour les cartes frauduleuses. Elle ne s'échappera pas. La justice était en marche. Lente, mais inévitable. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour. 3 mois de reconstruction, de guérison, d'apprentissage à vivre à nouveau. Grégory a fait le premier paiement. $300 exactement. C'est arrivé par virement bancaire, sans note, sans message, juste l'argent. Il a payé le 2e mois aussi, et le 3e. Nous n'avons pas parlé. Nous ne nous sommes pas vus. Il n'y avait que ce virement mensuel qui arrivait ponctuellement, preuve qu'il essayait au moins de remédier à ce qu'il avait détruit. Michel, en revanche, a complètement disparu. La banque a intenté une action en justice contre elle. Il y avait un mandat d'arrêt pour fraude, mais personne ne savait où elle était. Elle s'est probablement enfuie dans une autre ville, peut-être dans un autre pays. Je m'en fichais. Tant qu'elle ne revenait pas dans ma vie, elle pouvait être n'importe où. La maison est progressivement redevenue la mienne. Renata m'a aidé à redécorer. Nous avons peint les murs d'une couleur crème chaude. Nous avons acheté de nouveaux rideaux avec de petits motifs floraux. Nous avons réaménagé les meubles. Le nouveau frigo, celui avec les étiquettes de Michel, je l'ai vendu. Un voisin l'a acheté à un bon prix. Avec cet argent, j'ai acheté des plantes pour le jardin, des roses, de la lavande, des tournesols. Mon vieux frigo se tenait seul dans la cuisine, comme il aurait toujours dû l'être, et je l'ai rempli de nourriture que j'aimais. Des fruits frais, des légumes, une part de tarte le dimanche. Renata est devenue plus qu'une voisine. Elle est devenue une famille, la famille que j'ai choisie. Nous prenions le thé tous les après-midi, nous nous promenions dans le parc le samedi. Nous regardions de vieux films le dimanche. Tu sais quelle est la meilleure partie de tout ça, m'a-t-elle demandé un jour alors que nous arrosions les plantes ensemble, c'est que tu as retrouvé ton sourire. Elle avait raison. J'avais recommencé à sourire, à rire, à ressentir une joie véritable. L'argent que la banque a récupéré a été déposé sur mon compte. Pas tout, mais une partie importante. $18 000 ont été retournés après l'enquête. Le reste proviendrait des paiements de Grégory au cours des prochaines années. Avec cet argent, j'ai réparé des choses dans la maison qui étaient cassées depuis des années. Le toit qui fuyait, la plomberie de la salle de bain, la porte du garage, des choses pratiques qui m'ont donné la tranquillité d'esprit. J'ai aussi mis de côté un fonds d'urgence. J'avais appris ma leçon. Je ne serai plus jamais financièrement vulnérable. Ignatius me rendait encore visite de temps en temps, toujours professionnel, mais aussi chaleureux.
Il m'a aidé à organiser mes documents juridiques pour créer un véritable testament protégé que personne ne pourrait manipuler. Votre maison ira à qui vous le déciderez, a-t-il expliqué. Et j'ai mis en place des protections pour que personne ne puisse changer cela sans votre présence physique et une évaluation de votre capacité mentale. Merci, Ignatius, pour tout. C'est un honneur de vous aider, Elda. Vous êtes plus forte que vous ne le pensiez. Peut-être avait-il raison. J'avais découvert une force que je ne savais pas posséder, la force de fixer des limites, de dire non, de me protéger. Un jour, 4 mois après tout, j'étais dans le jardin en train d'élaguer les roses quand j'ai vu une voiture se garer devant ma maison. Mon cœur s'est emballé. Grégory? Michel? Mais non. C'était une jeune femme dans la trentaine, avec un petit garçon par la main. Elle s'est approchée timidement. Madame Johnson? Oui, c'est moi. Je m'appelle Nydia. Je suis, eh bien, c'est difficile à dire, je suis la nouvelle petite amie de Grégory. Le monde s'est arrêté pendant une seconde. Il m'a tout raconté sur ce qu'il a fait, sur la façon dont il vous a blessé. Nydia a baissé les yeux. Je voulais que vous sachiez qu'il est en train de changer. Vraiment. Il a 2 emplois maintenant. Il paie ses dettes. Il va en thérapie. Je ne savais pas quoi dire. Je ne suis pas ici pour vous demander de lui pardonner, a continué Nydia. Je sais que c'est votre décision. Je voulais juste que vous sachiez qui il est, et que, eh bien, il a un fils. J'ai regardé le garçon. Il devait avoir environ 4 ans. De grands yeux curieux. Il s'appelle Bernard, d'après son grand-père. Les larmes sont venues sans prévenir. Un petit-fils. Grégory avait un fils et ne me l'avait jamais dit. Quand? Il a 4 ans. Grégory et moi étions ensemble avant qu'il ne rencontre Michel. Nous avons rompu. J'ai élevé Bernard seul. Il y a 2 mois, Grégory m'a retrouvé. Il m'a tout raconté sur sa vie, ses erreurs. Il voulait connaître son fils. Le garçon m'a regardé avec ses yeux innocents. Tu es ma grand-mère. Mon cœur s'est brisé et s'est guéri en même temps. Oui, petit. Je suis ta grand-mère. Nydia a souri doucement. Vous n'avez pas à décider quoi que ce soit maintenant. Je voulais juste que vous sachiez. Ils sont partis après quelques minutes, mais cette rencontre m'a laissé à réfléchir pendant des jours. Pourrais-je un jour pardonner à Grégory? Je ne savais pas. Les dégâts avaient été profonds. La trahison coupait encore profondément. Mais maintenant, il y avait un petit-fils, un enfant innocent, qui n'était pas fautif. Renata m'a trouvé en train de pleurer cet après-midi-là. Je lui ai tout raconté. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-elle demandé. Je ne sais pas. Une partie de moi veut fermer cette porte pour toujours. Une autre partie se souvient que Grégory était un bon garçon autrefois, avant que tout ne tourne mal. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui ou demain. Prenez votre temps. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon temps. 2 mois plus tard, pour mon 69e anniversaire, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Grégory, écrite à la main, de plusieurs pages. Dans celle-ci, il ne demandait pas pardon. Il ne se justifiait pas. Il parlait simplement de son processus, de sa thérapie, de son travail, de sa relation avec son fils, de ses regrets. À la fin, il a écrit « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, maman. Je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que chaque jour, j'essaie d'être l'homme que tu as élevé, celui qui a été perdu pendant si longtemps. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même si mes actions ont dit le contraire. » J'ai mis la lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prête, mais je ne l'ai pas jetée non plus. Un autre mois s'est écoulé. Renata a organisé une petite fête chez moi. Elle a invité des voisins, des amis de son club de lecture. La maison était remplie de rires, de chaleur humaine, de gens qui appréciaient sincèrement ma compagnie. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seul. Michel avait dit que je finirais seul, mais elle avait tort. J'étais entouré de gens, d'une affection réelle, d'un respect véritable. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise dans ma chambre. Ma chambre. Dans ma maison. Ma maison.
J'ai pensé à tout le parcours depuis cette nuit terrible où je suis rentré de l'hôpital et où j'ai trouvé ce frigo diviseur de l'humiliation, de l'abus, de la trahison, jusqu'à ce moment de liberté, de dignité et de paix. J'avais appris tellement de leçons difficiles, que l'amour ne peut pas venir avec des conditions, que la famille n'est pas seulement une question de sang, que fixer des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est une question de survie, que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est de la bravoure. J'avais appris que je méritais le respect, que ma vie avait de la valeur, que mon bien-être comptait. Et surtout, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa dignité. J'ai pris mon téléphone. J'ai écrit un court message. Grégory, j'ai reçu ta lettre. Je ne suis pas encore prête à te voir, mais j'aimerais rencontrer Bernard officiellement quand toi et moi serons prêts à parler comme des adultes. Pas de mensonges, pas de manipulation, juste de l'honnêteté. Pense à ça. J'ai envoyé le message avant de pouvoir le regretter. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Peut-être que ce ne serait jamais un pardon complet, mais c'était un premier pas. C'était quelque chose. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Merci, maman, quand tu seras prête. Pas de pression. Je t'aime. J'ai éteint le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. La lune brillait sur mon jardin. Les fleurs que j'avais plantées se balançaient dans la brise. Demain serait un autre jour, avec ses défis, ses joies, ses surprises. Mais je l'affronterais depuis un endroit différent, depuis ma force, depuis ma paix, parce que j'avais appris la leçon la plus importante de toutes, que la vraie famille n'est pas celle qui te fait te sentir petit. C'est celle qui t'aide à grandir. Le véritable amour n'exploite pas. Il soutient. Et parfois, le plus grand courage est simplement de dire, ça suffit. Je suis allé me coucher cette nuit-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Pas de retourner au passé, ce passé était mort, mais de construire un avenir, un où je comptais, où ma voix était entendue, où mes limites étaient respectées. Et alors que je m'endormais, j'ai souri, parce que finalement, après si longtemps, j'étais rentré chez moi. Pas dans une maison physique, mais en moi-même, et c'était la plus grande victoire de toutes. Avez-vous aimé mon histoire et de quelle ville écoutez-vous? Rencontrons-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre gentil soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie avec amour et respect.